Alors, on va commencer donc cette deuxième session avec des sujets aussi importants que ceux qui ont été traités ce matin. Et on va commencer par professeur Dominique Valla, que vous connaissez très très bien depuis des années. C'est un grand ami du Maroc et de Casablanca en particulier, de l'association AGPS. Et il va nous traiter un sujet très très passionnant, sur le plan aussi bien théorique que pratique. Parce que souvent, on est confronté à cette situation d'hypertension portale, notamment d'origine vasculaire, avec syndrome de Chiari, des thromboses, etc., qui nécessiterait d'envisager un traitement anticoagulant. Et c'est une décision souvent très difficile, aussi bien en phase aiguë qu'en phase chronique. Quand est-ce qu'il faut commencer? Quand est-ce qu'il faut arrêter? C'est tous ces secrets-là que professeur Valla va nous dévoiler. À vous la parole, monsieur Valla. Écoutez, oui, merci beaucoup. Je suis ému à un double titre, évidemment, de vous retrouver. Les liens d'amitié, vous le savez bien, sont extrêmement anciens et forts. Et puis, évidemment, dans ce contexte où votre pays souffre, je pense évidemment à ceux qui souffrent aujourd'hui. Puis je pense aussi au potentiel économique qui va être très abîmé, et je trouve que c'est aussi une préoccupation. Voilà, donc c'est avec tous ces gens en tête que je vais vous parler d'un sujet qui leur est bien lointain, les anticoagulants et l'hypertension portale. Mais enfin, on gagne toujours à essayer de bien faire son boulot. Donc, ce sujet, je vais le diviser en trois catégories, c'est assez simple, hein. L'obstruction des veines hépatiques, l'obstruction de la veine porte, l'obstruction des petits vaisseaux intrahépatiques par la cirrhose. En revanche, je ne traiterai pas la maladie vasculaire porto-sinusoïdale, cette entité qui a été définie il y a quelques années, parce qu'il y a vraiment peu de données sur le sujet. Et comme c'est une maladie rare, dans le cadre du temps qui m'est imparti, je ne jugeais pas utile de discuter de ce qu'on a. Ce que j'aimerais, principalement, c'est que vous repartiez avec quelle est la solidité des données qu'on a pour prendre des décisions dans ce domaine-là. Voilà, et que sur chaque sujet, vous puissiez dire, là c'est du béton, là bon, là bon. C'est pas toujours très clair quand on lit les recommandations, surtout dans les maladies rares. Alors, oui voilà. Alors pour commencer par le syndrome de Budd-Chiari, on a des données, alors là, qui sont assez faibles, hein, en qualité scientifique. En revanche, c'est plus que plausible sur le plan intellectuel. On sait que c'est une maladie qui est associée à c'est une thrombose veineuse, pour lesquelles on sait qu'il y a des indications aux anticoagulants. Et puis on sait qu'on trouve très souvent un état prothrombotique permanent, qu'on ne va pas pouvoir régler de façon définitive chez ces patients-là. Donc deux justifications de traiter les anticoagulants. Et pour cette raison, c'est en 1985 qu'on a acquis cette notion. Donc on s'est mis à mettre tous les malades aux anticoagulants, et vous voyez que si on compare la survie de cette cohorte 70-85 à celle juste après, où il n'y avait pas eu de changement thérapeutique, c'était l'anastomose porto-cave, vous voyez qu'il y a un bond incroyable dans l'espérance de vie de ces patients-là. On a quasiment augmenté leur espérance de vie d'un tiers. Et c'est sur cette base-là que on va proposer un algorithme. C'est principalement les équipes anglaises de Birmingham qui ont proposé cette hiérarchie, cette prise en charge pas à pas. Si les gens n'ont pas de manifestation de syndrome de Budd-Chiari, on donnera juste des anticoagulants. S'ils en ont, on va donner des anticoagulants. Puis si on voit une sténose qu'on pourrait dilater par angioplastie, on va le faire. Et puis si ça marche pas, on fera un TIPS. Et puis si ça marche pas, on transplantera. Et il y a eu une évaluation, vous voyez ici, d'une grosse série européenne prospective qui indique que, c'est la courbe du bas, la survie, si on fait juste donner des anticoagulants, on arrive à quand même 40% de survie sans rien faire d'autre au terme de 5 ans, je pense. Et c'est un progrès très important par rapport à ce qu'on sait qu'on obtiendrait si on ne faisait rien. Donc voilà la base. Mais vous voyez que ça suffit. Les anticoagulants seuls ne suffisent
que dans 30 à 40% des cas, et dans tout le reste des cas, il a fallu recourir à d'autres moyens. Toujours est-il que les recommandations de Babenot-7 sont très claires. C'est l'anticoagulation à long terme pour tous les patients qui ont un syndrome de Budd-Chiari primitif. Vous savez qu'on entend par primitif un Budd-Chiari où l'obstruction n'est pas due à une tumeur, en gros. Alors voyons maintenant la thrombose de la veine porte et sa conséquence, qui est le cavernome. Alors là, on est en train de parler des gens qui n'ont pas de cirrhose. Ce sera le chapitre suivant pour les gens qui ont une cirrhose. Alors les données dont on dispose ici pour le stade récent, aigu de la maladie. La thrombose se constitue, qu'est-ce qu'on doit faire? Là encore, c'est assez pauvre la qualité de nos données. C'est une étude prospective européenne. Elle avait l'avantage qu'elle a vraiment été faite de façon homogène dans tous les centres en même temps. On a suivi les malades. Et là, je donne les résultats de tous les gens qui ont reçu des anticoagulants immédiatement dès que le diagnostic avait été fait ou dans les 24 heures. Et vous voyez que on juge ici ici des gros critères de jugement. C'était la survie et l'infarctus intestinal. C'est pas une étude contrôlée. Mais on sait qu'on a inclus 85 malades. Et sur les 85 malades, il y en avait 55 qui avaient une thrombose de la veine mésentérique supérieure. Normalement, quand vous prenez des séries de thrombose de la veine mésentérique supérieure, il aurait dû y avoir un tiers d'infarctus intestinal et au moins 10 ou 15% de décès. Simplement, voilà, sans rien faire, parce qu'il y avait une thrombose de la veine mésentérique supérieure. Et vous voyez que dans cette série, eh bien, on n'a eu aucun décès qui a été lié à la thrombose de la veine porte ou au traitement anticoagulant. Et il y a eu simplement 2 patients qui ont eu des résections très limitées qui se sont passées extrêmement bien. Donc, sur la base de ces données, qui tranchaient par rapport à ce qu'on pouvait attendre, parce que c'était une étude multicentrique, parce qu'elle était internationale, la conférence de Babenot a dit il faut donner des anticoagulants pour 6 mois à tous les patients qui ont une thrombose récente de la veine porte en l'absence de cirrhose. Vous voyez que les données ne sont pas d'une solidité terrible, mais elles ont été jugées suffisamment convaincantes. Alors ensuite, je voudrais revenir sur la durée. Vous voyez que ici, c'est le taux de reperméabilisation. On va prendre la ligne pleine, là, c'est la veine porte, avec le temps sous anticoagulant. Et vous voyez que on a une recanalisation de la veine porte jusqu'à 6 mois, et puis qu'après, ça plafonne. On n'a pas bien compris ça, mais il semble qu'on puisse s'attendre à une recanalisation de la veine porte dans les 6 premiers mois du traitement anticoagulant, et puis après, c'est moins clair. Et donc, les recommandations de Babenot, vous voyez, se sont limitées aux 6 premiers mois, c'est le point sur lequel je voulais insister tout de suite. Alors, il y a une autre recommandation là qui est importante, mais qui sort de mon sujet, mais elle est importante parce que il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur en médecine. On est un mauvais médecin quand on a peur. Et on a peur quand on voit un malade qui a une thrombose veineuse mésentérique, quand il continue à avoir mal au ventre, etc. On a peur. On a peur qu'il fasse une nécrose intestinale. Et puis quand est-ce qu'on va y aller? Puis comment on fait le diagnostic? Bon, on a le droit d'avoir peur. Le seul truc, c'est qu'il faut se rappeler qu'on est mauvais médecin quand on a peur. Et là, pour essayer de rassurer les gens, on a dit, si le malade, il recanalise pas, c'est le deuxième item de la conférence de Babenot, s'il recanalise pas, mais que par ailleurs, il va pas trop mal, même s'il a encore mal, mais qu'il a de moins en moins mal, il n'y a pas de lieu de recourir à la chirurgie. Il faut des choses plus importantes que ça, des lactates, une instabilité tensionnelle, des signes de dysfonction d'organes, pour que là, il faille aller à la chirurgie. Mais sinon, on s'en tient aux anticoagulants. Alors, après 6 mois, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la conférence de Babenot, de façon logique, a dit c'est des gens qui ont un syndrome méloprolifératif ou un syndrome d'antiphospholipides, ils font une thrombose forte. Ceux-là, on les continue aux anticoagulants à vie. Personne ne va discuter ça. Donc là, ça a été réglé sans qu'il y ait d'études particulières, simplement par la logique. Donc le problème vient, et quand on n'a pas trouvé d'état prothrombotique fort, quand il y a simplement un déficit en protéine C ou en protéine S ou un facteur 5 lédane ou rien du tout, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit donner des anticoagulants ou pas? Et c'est là qu'on a fait cette étude
où on avait pris tous les gens qui avaient un antécédent de thrombose de la veine porte, recanalisés ou pas, mais datant de plus de 6 mois, et puis on les a tirés au sort, soit rivaroxaban, soit pas d'anticoagulation. Et vous voyez que pour ce qui concerne le risque de récidive, ici c'est les patients sans récidive, aucun des patients dans le groupe rivaroxaban n'a eu de récidive de thrombose veineuse, où que ce soit, dans le territoire splanchnique ou ailleurs, et alors que il en est survenu chez les gens ne prenant pas d'anticoagulation. La différence était tellement significative que nos sponsors nous ont même demandé d'arrêter l'étude très rapidement, et je me suis... enfin bref, ça a été un peu compliqué, ça serait un roman à raconter. Mais en tout cas, on a réussi à continuer suffisamment l'étude pour pouvoir dire oui, mais c'est pas dangereux, parce qu'une fois qu'on avait dit que c'était efficace, il faut aussi dire que c'était pas dangereux. Les anticoagulants, un des problèmes, c'est quand même le risque hémorragique. Et donc là, on a pu prouver que, effectivement, ça rendait service. Et donc, les recommandations de Baveno ont été modifiées en conséquence, puisqu'on dit que chez les gens qui ont un antécédent de thrombose de la veine porte ou un cavernome, ce qui revient au même, une veine porte non reperméabilisée, en incluant ceux qui ont une résolution incomplète de la thrombose récente, oui, on doit donner un traitement anticoagulant, évidemment à ceux qui ont un état prothrombotique fort, syndrome myéloprolifératif, etc., mais aussi on doit l'envisager très fortement chez les gens qui n'ont pas ce type de choses. Autrement dit, un antécédent de thrombose porte devient une indication à un traitement anticoagulant au long cours à cause du risque de récidive, même si on ne trouve pas un état prothrombotique pour expliquer ça. Alors, est-ce qu'on peut préciser un peu? Oui, on peut aller un petit peu plus en avant dans la prévision de ce qui va se passer, puisque plusieurs études ont mis en évidence dans cette population qui n'a pas de facteur de risque de thrombose fort, mais qui a fait une thrombose forte, il y a des facteurs de risque de récidive qui ont été identifiés. Le premier, c'est le facteur 8. Un taux élevé de facteur 8, plus de 150%, vous le voyez sur la courbe de gauche, les courbes de gauche, est un facteur prédictif d'une récidive de thrombose forte. Alors, dans l'étude du rivaroxaban que je viens de vous présenter, on a regardé aussi, on a bien confirmé que le facteur 8 était un facteur prédictif, mais on a trouvé qu'il y avait un facteur lié, mais qui était bien plus puissant, c'était les dédimères. Et là, on est content parce qu'on retrouve sur quelque chose qui est bien établi dans la thrombose veineuse profonde en dehors du territoire de la veine porte. On est toujours heureux quand on découvre quelque chose de nouveau, mais enfin, quand on renforce quelque chose qui est déjà connu, on est encore plus heureux parce qu'on se dit qu'on raconte pas de bêtises. Et donc là, on peut se servir de ces dédimères 1 mois après l'arrêt des anticoagulants pour dire est-ce qu'il faut que je reprenne des anticoagulants ou est-ce que je peux laisser le malade sans anticoagulants parce que le risque qu'il fasse une récidive de thrombose est faible. Et cette recommandation a été prise en compte dans les recommandations de Baveno. Vous voyez, si l'anticoagulation est interrompue au bout de 6 mois, on peut faire des dédimères et s'ils sont à moins de 500 nanogrammes par millilitre, eh bien, il y a peu de risque de récidive. Si vous voulez, vous pouvez rester sans traitement. Si vous avez, pour d'autres raisons, si vous pensez que les anticoagulants sont utiles et pas dangereux, vous pouvez les reprendre. Voilà pour le syndrome de Budd-Chiari et pour la thrombose porte sans cirrhose. Alors la cirrhose. Et là, la cirrhose, l'intérêt du sujet tel qu'il m'a été proposé, c'est qu'on est obligé de considérer les anticoagulants quand il y a une thrombose porte et puis quand il n'y a pas de thrombose porte. C'est évidemment la deuxième partie que je trouve la plus excitante, mais on va quand même parler de la première partie, la cirrhose avec thrombose de la veine porte. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cirrhose et thrombose de la veine porte? Alors, la première chose que je voudrais faire passer comme message, c'est que on a énormément de représentations dans la tête dès qu'on envisage ça. On se fait des cinémas, des films sur le rôle que l'obstruction de la veine porte pourrait avoir ou ne pas avoir. Et c'est terrible parce que ça a pollué complètement le débat. Mais maintenant, je suis vraiment content de vous présenter des données très solides
qui font qu'on doit avoir une vision, on peut avoir une vision solide, même si elle est un petit peu complexe, de la chose. Premier élément, c'est une méta-analyse de l'utilisation des anticoagulants chez des patients avec cirrhose et thrombosport. Vous voyez qu'il y a un paquet d'études et vous voyez que le bilan de cette méta-analyse, c'est que la mortalité diminue de 50% chez les gens qui prennent des anticoagulants alors qu'ils ont une thrombosport. La mortalité globale dans ces études diminue. Elle diminue, excusez-moi, après transplantation. Après transplantation. Donc ça, c'est vraiment important, parce que ça veut dire que quelqu'un qui est sur la liste pour être transplanté avec une thrombosport, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, il y a plusieurs hypothèses, de toute façon, il y a une perte de chance après la greffe. Après la greffe. La greffe va réussir, mais il y a un risque plus élevé de mourir. Alors là, c'est dès qu'on touche à la transplantation, les médecins, les chirurgiens deviennent très sensibles. Donc là, ça les a interloqués. On s'est dit pourquoi. Alors, une explication, c'est que la transplantation peut être plus difficile quand il y a un thrombus dans la veine porte. Peut être plus difficile. Et donc, on s'est dit, ben voilà, c'est pour des raisons mécaniques. Je ne suis pas certain que ce soit que ça, mais en tout cas, ça a été l'idée de départ. Alors après, on a regardé d'autres méta-analyses qui ne regardaient pas spécifiquement la mortalité après la greffe, mais l'ensemble des complications et de ce qu'on pouvait obtenir quand on mettait des cirrhoses avec thrombosport aux anticoagulants. Vous voyez, 26 études, 1500 patients, l'analyse se termine en 2019, il y a quand même de la donnée, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation par 3 de la probabilité qu'il y ait une recanalisation de la veine porte, il y a une diminution par 3 que la veine porte, que la thrombose progresse dans la veine porte. Il y a une diminution légère mais significative du risque de saignement sous anticoagulant. Ma langue n'a pas fourché. Vous donnez des anticoagulants et ça saigne moins au cours de la cirrhose. Et puis la mortalité, on y reviendra, diminue aussi. Alors l'autre point qui était vraiment très intéressant, qui a été confirmé par de nombreuses études, là, tout ce que je vous dis a été confirmé par plein d'études, c'est que on diminue le risque de rupture de varices ésophagiennes en donnant des anticoagulants. Voilà ici, vous voyez, une diminution très importante par rapport à ici, du risque de l'ensemble, dans l'ensemble de ces études. On diminue le risque. Peu importe l'explication pour l'instant, on a un fait, et déjà ça nous rend plus tranquille pour dire, si on a un candidat à la greffe et qu'il a une thrombose de la veine porte, on risque d'être embêté pour faire la greffe. Pour faciliter la greffe, donnons-lui des anticoagulants. On améliore, enfin on ne sait pas, mais on sait que d'avoir une thrombose à veine porte, la survie est diminuée. Est-ce que les anticoagulants rétablissent l'espérance de vie après la greffe? On ne le sait pas. Mais on a quand même suffisamment d'arguments par la recanalisation pour dire on va le faire. Ça, c'est les recommandations de Baveno. Et puis alors, il y a le patient qui n'est pas candidat à la greffe. Thrombosport, cirrhose, pas candidat à la greffe. Qu'est-ce qu'on a comme données? On retrouve nos données que je viens de présenter, la recanalisation, la progression, le risque de saignement. Bon, c'est surtout les 2 derniers points qui vont nous intéresser. Mais là, quand même, on est intrigué, quoi. La mortalité diminue quand on donne des anticoagulants à un cirrhotique et une thrombosport. Bon, pourquoi, comment, on ne sait pas, mais le fait est là. On se dit, mais on aimerait bien quand même ajuster, parce que ça, c'est des méta-analyses d'études tout entières. On ne peut pas tenir compte, oui, mais est-ce que leur maladie n'est pas plus sévère, moins sévère, etc. On aimerait regarder de façon plus précise. Et là, est paru il y a moins d'1 an, dans JHEPATOL, une méta-analyse des données individuelles. Vous voyez, 5 études, 500 patients, anticoagulants, pas d'anticoagulants, cirrhose, thrombosport, toutes les données. Donc on regarde la survie, et là on peut ajuster sur les facteurs liés au pronostic. Alors évidemment, la classe de Child, l'âge, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, l'étiologie qui peut jouer. Et on arrive à ces courbes de survie-là, avec un
gain de survie, là, qui est représenté ici, vous voyez, de près de 50% chez les gens à qui on donne des anticoagulants alors qu'ils ont une thrombose porte et une cirrhose. Un gain de près de 50% de survie une fois qu'on a ajusté sur les facteurs de survie. Alors, c'est pas une étude contrôlée prospective, mais enfin, ça commence à avoir beaucoup de poids. C'est une méta-analyse des données individuelles. Alors, on se dit, mais avec ça, Baveno, qui avait parfaitement connaissance de cette étude, et même qu'on a favorisé la réalisation, il devrait recommander même aux patients non candidats, les anticoagulants. Alors, c'est pas ça qui a été fait, c'est un petit peu plus compliqué, et ça va me forcer à rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer pourquoi. En fait, la thrombose qu'on trouve dans une veine porte d'un cirrhotique, elle n'a rien à voir avec la thrombose qu'on trouve chez un patient non cirrhotique. Chez un non cirrhotique, elle va pas régresser toute seule, hein, jamais. Chez un cirrhotique, c'est près de 3 fois sur 4, ou 2 fois sur 3, que ça va régresser. Vous voyez, 40% des cas, la thrombose de la veine porte était transitoire, c'est-à-dire l'examen, les ultrasons faits 6 mois après, il n'y avait plus de thrombose. Donc déjà, c'est quelque chose, un phénomène qui est complètement différent, ça va, ça vient. Et vous voyez ici, sur ce schéma, que plusieurs études, et les études où la thrombose porte avait régressé complètement, ici c'était 70% dans notre étude, ici c'était 23% dans une autre étude, et là 45%. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre la sévérité de la maladie et la probabilité de recanaliser. Moins la maladie du foie est sévère, plus les gens vont recanaliser facilement. Child A, thrombose, elle a toutes les chances d'être réversible spontanément. Et donc, voilà. Et puis aussi, si elle est partielle, évidemment, elle va régresser plus facilement. Donc, les recommandations de Baveno, eh bien, tiennent compte de ces facteurs et disent, si c'est une thrombose partielle qui occupe moins de la moitié de la lumière, ici, eh bien, on va attendre entre 3 et 6 mois, refaire une échographie, et si la thrombose est encore là, alors on va donner des anticoagulants. Dans l'autre cas, si la thrombose est à plus de 50%, occupe plus de 50%, on va donner d'emblée des anticoagulants, basés sur les données que je viens de vous montrer. Alors maintenant, cirrhose sans thrombose de la veine porte. Et je terminerai là-dessus, mais je voudrais aller plus avant dans la conception. Je vous dis, on avait des idées fausses. Maintenant, je voudrais les remettre à l'endroit, ces idées-là. Et c'est ce tableau-là, cette figure-là. D'un côté, on a ce qu'on va appeler la progression de la maladie du foie, son activité, si vous préférez, la façon dont elle s'aggrave. Et ça va mener à deux choses différentes. D'un côté, la thrombose de la veine porte extrahépatique, et de l'autre, la progression de la maladie avec la décompensation et éventuellement le décès. Et évidemment, les cirrhotiques ne sont pas épargnés de mourir d'une autre cause, cardiaque, diabète, etc. Donc voilà à peu près le panorama. Mais ce dont je veux vraiment vous convaincre, c'est que la progression de la maladie, elle donne deux choses différentes, et que c'est pas la thrombose de la veine porte qui aggrave la maladie. C'est pas la thrombose de la veine porte qui aggrave la maladie. La thrombose de la veine porte, elle est le reflet d'une maladie grave. C'est important parce que quand on va vouloir traiter quoi? Le machin qu'on voit à l'imagerie, là, dans le tronc de la veine porte, ou l'espérance de vie? Et on va pas raisonner pareil. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Alors, le fait que la thrombose de la veine porte est indépendante de la progression de la maladie, oui, je pense que j'ai le temps de rentrer dans le détail, eh bien, elle est illustrée ici sur cette diapositive qui est un peu compliquée, mais je voudrais vraiment rentrer dans le détail. Ici, c'est cette étude où vous voyez, on a regardé le risque de décompenser ou de progresser en fonction du degré de thrombose de la veine porte. Et vous voyez que ici, on va prendre simplement les thromboses et partielles et complètes. En analyse univariée, c'est oui, assez significativement
presque significativement associé, presque significativement associé à un risque plus élevé d'aggravation de la maladie. Mais quand on passe, j'ai perdu ma flèche, oh là là, je sais pas, il n'y a pas d'autre flèche que le, ouais. Voilà. Mais quand on fait en analyse multivariée, après avoir ajusté sur les facteurs de risque que sont la présence de varices ésophagiennes et le TP, l'insuffisance hépatique et l'hypertension portale, si on ajuste là-dessus, il n'y a plus aucun impact sur la progression de la maladie de la thrombosport. La thrombosport n'aggrave pas la progression de la maladie. Ensuite, une étude de survie japonaise. Ah, super. Merci beaucoup. Ensuite, une étude japonaise où vous voyez, il n'y a aucune différence de survie entre les gens qui ont et qui n'ont pas une thrombosport. Mais là aussi, on dit, mais on aimerait être sûr que les deux populations soient voisines. Eh ben, on vous le donne parce qu'il y a 3 études prospectives qui étudient le devenir des malades en fonction de la thrombose de la veine porte, et la décompensation et le décès n'ont rien à voir avec la présence de la thrombose de la veine porte une fois qu'on a ajusté sur les trucs classiques, l'âge, le TP, les varices. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Et alors, du coup, on va reprendre l'étude qui a montré, la dernière étude, la méta-analyse des données individuelles qui est récemment parue, et où on a vu qu'il y avait un gain d'environ 50% de la survie chez les gens qui prenaient des anticoagulants. Eh bien, c'est les auteurs, ils ont regardé qu'est-ce que ça donne dans le groupe des gens qui n'ont pas de recanalisation, de la veine porte. Eh bien, leur pronostic s'améliore au moins autant, si ce n'est plus, que dans le groupe des gens qui ont une recanalisation. L'amélioration de la survie entraînée par les anticoagulants est indépendante de ce qui se passe au niveau de la thrombosport. Et enfin, cerise sur le gâteau, une étude italienne très connue, vous la connaissez sûrement, Erika Villa, on donne des anticoagulants à des gens qui n'ont pas de thrombosport pour prévenir la thrombosport. On s'aperçoit qu'on prévient très bien la thrombosport. Voilà ici, quand on donne des anticoagulants, ici, quand on n'en donne pas, vous voyez qu'il y a un gain considérable, mais le gain est encore plus considérable en termes de décompensation, et qu'on gagne beaucoup plus ici chez les gens ressemblent aux anticoagulants par rapport aux témoins, en termes de décompensation qu'on gagnait en termes de thrombosport. Et on gagne aussi en survie. Donc, les gens qui n'ont pas de thrombosport, on leur donne des anticoagulants et on améliore leur survie. Ça commence à faire énormément d'arguments pour dire les anticoagulants, c'est bon pour les cirrhotiques, qu'ils aient ou pas une thrombosport. Et là, encore une fois, encore des données qui vont dans le même sens. Ça, c'est une grosse analyse du fichier des vétérans, vous savez, les anciens combattants américains, où on regarde chez les cirrhotiques, les gens qui ont un diagnostic de cirrhose, ceux à qui on a fait la prophylaxie. Ils ont tous une fibrillation auriculaire, et pour des raisons que je comprends pas, il y en a qui ont reçu des anticoagulants, d'autres qui n'en ont pas reçu. Et ce qui montre, c'est que, oui, ça augmente le risque de segment, hein, pardon, excusez-moi, je vais pas commencer par là, ça améliore la survie de donner des anticoagulants à cette population-là. Voilà, moi je suis pas trop surpris, je veux dire, la fibrillation auriculaire, si on la traite avec des anticoagulants, on peut penser que ça va quand même améliorer la survie. Donc là, on additionne déjà, mais en tout cas, ça n'a pas empêché les gens, la cirrhose n'a pas empêché les gens de garder l'avantage des anticoagulants. En termes de décompensation, on voit qu'il y a un petit gain, mais vous voyez qu'il est à la limite de la signification dans cette population cirrhose avec fibrillation auriculaire, traitée ou pas par anticoagulants. Mais ça va dans le même sens. Et donc, pour conclure, voilà, je pense que dans ce qui concerne les relations entre la cirrhose, la thrombose et l'évolution de la cirrhose, eh bien, il faut bien retenir que la thrombosport, c'est une complication de la progression de la maladie, il n'y a pas de souci, mais c'est pas la complication qui va jouer un rôle pour entraîner la décompensation. En revanche, les anticoagulants traitent à la fois le risque de thrombosport et le risque de progression de la maladie,
Et évidemment, les anticoagulants, on l'a vu pour la fibrillation auriculaire, dans cette population-là, eh ben, ils vont aussi jouer sur d'autres facteurs comme le risque thrombotique d'une fibrillation auriculaire. Et donc, les recommandations de Baveno, que je trouve très, très prudentes, et c'est bien qu'on soit prudent au début, hein, quand on renverse les statuts, faut toujours faire attention. Donc, les anticoagulants ne doivent pas être déconseillés chez les patients avec cirrhose et qui ont une indication connue, approuvée pour les anticoagulants. Phlébite, ça on le sait depuis longtemps, fibrillation auriculaire et j'en passe. Parce que les anticoagulations peut réduire les complications liées à la maladie du foie chez les patients avec et sans thrombosport et peut améliorer le pronostic global. Et donc, ma conclusion, pour le syndrome de Budd-Chiari, on va anticoaguler tous les patients. Pour la thrombose Davenport et le cavernome sans cirrhose, on va anticoaguler presque tous les patients. Moi, je dirais tous les patients, sauf ces patients très particuliers, dont on suspecte très fort qu'ils ont un cavernome de l'enfant, qui arrivent, qui n'ont jamais eu de complications thrombotiques, ils ont pu saigner de varices ésophagiennes, ils vont très bien comme ça. Est-ce qu'il faut tout d'un coup, parce qu'ils arrivent chez les adultes, leur donner des anticoagulants? J'ai des doutes. Mais sinon, tout le reste, il y a un avantage pour les gens, à prendre des anticoagulants. Et ensuite, pour la cirrhose, donc, bien dissocié anticoagulant, obstruction Davenport et évolution. J'espère avoir été quasiment lourd sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est l'anticoagulation pour presque tous les patients avec une thrombosport, quand ils ont une cirrhose. Et demain, à mon avis, ça va être une grosse proportion de malades sans thrombose Davenport, mais on va leur donner les anticoagulants pour prolonger leur survie. Pourquoi? On ne sait pas. Hypothèse. Peut-être qu'on agit sur des microthromboses dans le territoire de Davenport ou dans le foie, et que ces microthromboses sont le facteur qui fait que la maladie s'aggrave. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, professeur Valla, pour cette excellente exposition très pratique, avec des conseils basés sur des données scientifiques dont on va tenir compte dans la pratique de tous les jours. Alors, à vous la parole pour 2 ou 3 questions. Allez-y, monsieur Helmut. Oui, professeur Vallet, je voudrais d'abord revenir sur le fait que vous avez dit que les anticoagulants n'augmentaient pas le saignement. Bien sûr, vous parlez des varices œsophagiens parce que si on a des télangiectasies, si on a des angiomes, si on a des malformations vasculaires cérébrales, le risque est là. Absolument. Et d'autant plus qu'on sait que chez le sérotique, 50% reperméabilise à peu près. Donc, quand vous dites le child A, vaut mieux attendre, peut-être B, C traité. Ma question concernant le cavernome. Quand on met une anticoagulation chez une femme et qui souhaite tomber enceinte, comment on va gérer cette situation? Est-ce qu'on va arrêter les anticoagulants à un stade? Il faut le continuer? Non, je pense que pour l'instant, on a pas mal de raisons de penser. Alors, les raisons sont mauvaises parce que vous imaginez la quantité de données dont on dispose, elle est moyenne, hein. Mais enfin, tout va dans le même sens. Non, on n'a pas à interrompre l'attitude qu'on avait avant la grossesse pour la grossesse. C'est pas parce si on avait trouvé bon de donner des anticoagulants, on les continue pendant la grossesse. Ça, je vais même dire au contraire. Les seules choses que ça va changer, c'est, on va changer d'anticoagulant, on va donner une héparine de bas poids moléculaire, et puis voilà. Et puis, on va être très très réticent à faire une césarienne. On le change dès le début de la grossesse ou oui, il vaut mieux le faire dès le début. Même peut-être s'il y a un projet de grossesse, avant la conception. Un peu avant la conception, ouais. C'est parce que c'est la tératogénicité enfin, ça c'était vrai pour les AVK. Pour les DOAC, je connais pas bien le sujet. Mais moi, j'irais sur l'héparine de bas poids moléculaire. C'est un médicament qu'on connaît bien, je trouve très sûr, très, voilà.
Merci beaucoup pour la qualité de votre présentation. Excusez-moi de réinsister sur le cavernome portal, parce que c'est ce qu'on voit chez nous. Dans ma pratique, c'est rare que je vois des thromboses de la veine porte. Peut-être c'est une question d'étiologie, comme ici il y a moins d'alcool, ou alors c'est une question d'ethnie, je ne sais pas. C'est une question de rareté aussi, vous savez, c'est même pour nous, c'est une maladie rare. Hein. Oui. Mais dans le cavernome portal, est-ce que l'indication maintenant est irréfutable ou bien est-ce qu'il faut sélectionner? Non. On a... Alors, l'étude qu'on a faite, là, où il y avait quand même 70% de cavernome portaux, hein, et où on se posait cette question-là, elle répond que c'est mieux de donner des anticoagulants. On diminue le risque de récidive de thrombose. Il y a d'autres études, notamment une étude espagnole que j'ai trouvée très intéressante, qui montre que le risque de thrombose, il augmente avec la durée d'observation des malades. Autrement dit, il y a le risque de que quelqu'un développe une thrombose quand ça fait 15 ans que vous le suivez, qu'il n'a pas fait de thrombose, ben, il est plus important qu'au tout début de la surveillance de quelqu'un où vous venez de constater le cavernome. Donc, tous ces éléments me font dire que le risque de thrombose, il est bien là. Il est pas énorme, mais il est bien là, et que donc on prévient la thrombose en donnant des anticoagulants. Et on n'augmente pas nous, on a trouvé qu'on n'augmentait pas le risque d'hémorragie due à l'hypertension portale. Mais vous avez expliqué que le gain, en fait, il dépasse le gain qu'on attendrait à prévenir la thrombose. Ah non, oui, mais là, je parlais de la cirrhose. Hein. Quand je disais ça, le bénéfice est au-delà de la prévention de la thrombose, c'est pour la cirrhose. Hein. En l'absence de cirrhose, c'est-à-dire juste un cavernome avec un foie qui est présumé sain derrière, là, le bénéfice qu'on a prouvé, nous, c'était juste sur le risque de récidive d'un problème thrombotique. Pour la survie, on n'a absolument pas assez de données. C'est une maladie qui n'est pas assez mortelle, si je puis dire, pour qu'on puisse avoir les données. Donc, si on donne des anticoagulants, c'est pour empêcher que survienne une thrombose avec toutes les complications que ça occasionne. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Ben, j'avoue que j'ai pas très bien compris. En gros, si vous voulez, dans la cirrhose, où il y a une maladie intrahépatique, les anticoagulants ont l'air d'agir on s'en est aperçu complètement par hasard. Enfin, on ne s'attendait pas à ça. Hein. Il y avait pas. L'idée est venue à l'analyse des données. On a l'air de faire quelque chose sur la maladie du foie ou dans l'intestin. Enfin bon, quelque part, on agit sur autre chose que juste le caillot dans la veine porte, et ça fait un bien énorme aux malades. Même. Il n'y a aucun médicament jusqu'à présent qui améliore la survie des cirrhotiques de 50% à 3 ou 4 ans. Hein. Les bêta-bloquants font absolument pas ça. Hein. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est très intéressant, mais bon, cirrhose, cavernome de la veine porte avec un foie sain, c'est autre chose. Et nous, on n'a pas répondu à la question survie. Parce que il n'y a pas assez de morts dans une maladie c'est pas une maladie comme une cirrhose. On a juste répondu à la question risque de nouvelles thromboses. Moi, je voudrais. Oui. C'est par rapport au type d'anticoagulant chez les malades cirrhotiques sans thrombose. Le bénéfice dans l'étude de Villa, c'était l'héparine bas poids moléculaire. Est-ce que ce bénéfice sera le même avec les autres? Alors oui, donc, il commence à y avoir des méta-analyses, pas mal de méta-analyses d'études rétrospectives, qui notamment celle de, enfin bref, j'ai présenté, mais qui indiquent que c'est quel que soit le type d'anticoagulant, avec un bénéfice pour les nouveaux anticoagulants sur les antivitamines K, parce que équilibrer un traitement par antivitamine K, moi j'ai jamais essayé, mais pour moi une cirrhose c'est les héparines de bas poids moléculaire. Hein. J'ai toujours traité mes malades que avec des héparines de bas poids moléculaire. Je trouve que
Je trouvais ça abracadabrant d'essayer d'équilibrer un traitement antivitamine K. Et les DOAC, l'expérience est en train de monter. Elle est en train de monter pourquoi? Parce que les cardiologues sont tellement convaincus que, et puis peut-être qu'ils s'interrogent pas bien leurs malades, ils savent pas s'ils ont des cirrhoses ou pas, mais en tout cas, ils se mettent à traiter plein de cirrhoses. On s'aperçoit que ça marche bien. Voilà. Et donc, ça gagne du terrain, mais on n'a pas le niveau de preuve que des héparines de bas poids moléculaire. La deuxième question, c'est toujours dans le même sens. Chez les malades cirrhotiques, il y a l'efficacité de l'héparine bas poids moléculaire et celle des NOAC qui est en train de se mettre en place. C'est par rapport à la tolérance. Chez les malades qui ne sont pas Child A, les malades Child B et Child D, par rapport aux anticoagulants, il y a toujours cette crainte de les mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Oui. Alors, moi, maintenant, vous avez compris que j'étais retraité et que donc, je perçois tous les jours à distance que je prends avec la pratique quotidienne. Hein. Je peux vous dire, on pourrait publier un article là-dessus, c'est la vitesse du son. Hein. Et donc, je vois bien que par rapport à mes amis, mes élèves, mes collègues, voilà, eux sont passés au DOAC. On a l'expérience du rivaroxaban dans la thrombose porte. Il y a eu un essai contrôlé sur l'apixaban dans la maladie vasculaire portosinusoïdale. Donc, tout le monde commence à... Voilà. Mais c'est pas les Child C. Et puis, Child B, c'est super prudent. Hein. Donc, effectivement, il y a un trou. Et c'est là que moi, je reviens avec... Ben oui, l'héparine de bas poids moléculaire, veut dire les diabétiques, comment ils font, le GLP-1, comment ils font, voilà. Donc oui, c'est des piqûres. Mais si ça fait gagner 50% de survie, moi je veux bien prendre des piqûres. Hein. C'est ça que je pense, c'est pas idéal, mais je trouve qu'on en fait trop, quoi. Tant qu'il y a une alternative, ça va. Mais enfin, on est en train de parler d'anticoagulants, donc juste pour revenir. J'ai peut-être pas assez insisté. Les anticoagulants dans la cirrhose n'augmentent pas le risque, ils diminuent le risque de rupture de varices ésophagiennes. Du coup, ils remettent le niveau de saignement global à 0. C'est parce qu'ils augmentent le risque de saignement, pas par varices ésophagienne. On n'a jamais vu un traitement anticoagulant efficace ne pas augmenter le risque hémorragique tout venant. C'est très spécial l'effet sur le saignement. Est-ce que j'ai été clair là ou est-ce que... Hein, et ça augmente le risque de saignement tout venant. Alors, merci Monsieur Valla pour votre intervention. Moi, je rebondis sur le fait que thromboses, on les voit pas. Si les thromboses aiguës, peut-être c'est l'apanage de l'urgence et d'autres. Ah oui, d'accord. Par contre, la thrombose chronique, quand elle dépasse les 6 mois, elle devient chronique. C'est à peu près l'équivalent du cavernum porte. Mais elle est mise sur la même balance. Une thrombose porte chronique au cavernum, c'est à peu près la même chose. Sauf que l'autre va peut-être évoluer rapidement vers la biliopathie, contrairement à la thrombose un peu moins. Maintenant, moi, je reviens sur cette thrombose de la veine porte sans cirrhose. Il fut un temps où on disait, si on a l'état prothrombotique qui n'est pas fort, traiter ou ne pas traiter, chacun fait sa cuisine à sa manière. Maintenant, actuellement, ce que j'ai compris, c'est que on traite tout le monde. Alors moi, la question, quand j'ai un état prothrombotique haut, je sais que c'est les AVC. Si j'ai un état prothrombotique bas, et quand j'entends dit bas, c'est les déficits en protéines CS, l'antithrombine, certaines hyperhomocystéinémies par Birmer ou par maladie cœliaque ou par, quel est l'anticoagulant qu'on veut préconiser? Est-ce que c'est les AVK ou est-ce que c'est les AOD? Pour les malades sans cirrhose, je pense que maintenant, c'est les DOAC. C'est les nouveaux anticoagulants, oraux. Ah, vraiment. Maintenant, c'est, notre étude, si vous voulez, permet de dire. Alors après, on dit, oui, mais en aigu, juste quand la thrombose vient de se passer, etc., peut-être qu'on peut donner 3 jours d'héparine et puis commencer les DOAC. Mais maintenant, les gens dans la phlébite, si j'ai bien compris, la phlébite de jambes, ils commencent par les DOAC. Ouais. Donc, nous, il faut faire pareil, hein. Moi, à mon avis. À dose curative ou à dose préventive, comme elle a été dit dans non. la... Ouais, alors non, alors, bon, est-ce que c'est tous ces 15, trucs, c'est le 20? moi, je préfère, on va dire,
C'est la dénomination préventive, curative, etc. Bon, c'est les gens qui ont décidé qu'ils allaient le donner dans des études pour prévenir ou pour traiter et qui définit. Mais sinon, bon. Nous, dans le Cavernome, il faut voir qu'on faisait une étude, on proposait des anticoagulants à des gens qui n'avaient pas d'état prothrombotique et qui avaient des varices ésophagiennes, qui avaient saigné. Donc, on n'avait pas spécialement les fesses serrées, mais nos référents administratifs, tous les comités d'éthique du monde, etc. Bon. Et du coup, on est allé à 15 mg de rivaroxaban, qui est une dose entre deux. Entre 10 mg la dose préventive et 20 mg la dose curative. Et pourquoi? Parce que, bon, ça faisait bien de faire un peu moins, et puis qu'il y avait une étude dans l'insuffisance rénale où ils avaient donné 15 mg et ça avait marché. Moi, tout ce que je sais, c'est que je regarde les faits plutôt que les dénominations. Notre étude, elle est positive avec 15 mg. Je ne vais pas les donner 20 mg alors que 15 mg, ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, pour le Cavernome, je mettrais 15 mg de rivaroxaban. Maintenant, on m'explique que le rivaroxaban, c'est nul, qu'il y a plein de DOAC qui sont beaucoup mieux. Bon, je laisse les gens faire leur expérience et puis effectivement, probablement qu'on va trouver mieux. Mais là, au moins, on sait ce qu'on fait. On sait qu'on diminue beaucoup le risque de récidive, qu'on n'augmente pas le risque de saignement majeur et qu'on augmente le risque de saignement mineur en donnant du rivaroxaban 15 mg. Donc pour moi, pour le Cavernome, rivaroxaban 15 mg. Pour les autres, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Mais je pense que si on veut un traitement oral, aller donner maintenant un AVK qu'il faut équilibrer sur le TP, sur l'INR, à un Budd-Chiari, par exemple, c'est compliqué, quoi. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue à passer, en l'absence de cirrhose, il faut qu'on s'habitue à passer au... D'accord. Une dernière question, puisque c'est le président. Bon, on ne peut pas ne pas lui donner la parole. Monsieur Vallat, je voudrais juste revenir sur anticoagulants et cirrhose. Moi, je pensais à un certain moment, enfin, les dernières années, que les anticoagulants allaient être vraiment le futur traitement de la cirrhose. Je pensais qu'il y avait justement pas mal de recherches et tout ça qui allait dans ce sens. Et donc, est-ce que c'est une piste qui est abandonnée ou bien c'est à moitié ou c'est... Non, je pense pas. Moi, je suis très très rationnel et très factuel, donc je suis assez convaincu c'est la direction la plus probable. Voilà. De dire ça, les traitements anticoagulants, c'est un traitement de la cirrhose. Je pense que on va y arriver. Et je voudrais pas, du haut d'une chaire, dire, on y est. Mais on va y arriver, on voit. Mais c'est incroyable le nombre d'arguments. Après, si tu veux, il y a deux soucis. Le premier, c'est quand tu renverses les barrières. Moi, je suis un mec de 68, mais quand même. Tu vois, tu te méfies parce que quand on renverse les barrières, des fois les barrières, elles étaient là pour des bonnes raisons. Donc, quand tu changes complètement le truc, il faut être très prudent. Donc, les gens qui préconisent des choses et qui n'ont pas d'intérêt personnel, ils seront toujours très prudents. Et ils ne voudront pas aller jusqu'à ce que tu dis, les anticoagulants sont le traitement de la cirrhose. Maintenant, si tu lis Baveno entre les lignes, c'est quand même ça qu'ils disent. Tu vois, c'est ça qu'ils disent, c'est ça que disent toutes les études. Il y a une convergence des résultats qui est incroyable. Et encore une fois, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, il se trouve que c'est tombé sur moi, je bénis le ciel. Et si tu veux trouver un traitement qui améliore la survie des cirrhotiques de 50%, la transplantation, ça l'améliore de 75%. On n'est pas loin, hein. Bon, Isabelle, vous pouvez vous rigoler, oui. C'est un vieux qui parle. Non, mais voilà. Donc, je pense que oui. Autrement dit, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activation de la coagulation dans les vaisseaux du foie. On sait très bien que c'est fibrogène. On sait très bien que ça bouche les sinusoïdes, que ça entraîne une atrophie des hépatocytes, etc. Donc, tu vois, il y a une logique. Et puis ça, c'est quelle que soit la cause de la cirrhose. Quelle que soit la cause. Merci. Merci beaucoup, le professeur Vallat.